Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition spéciale. Alors que les secousses sismiques des frappes américaines continuent de se faire sentir, nous avons appris il y a quelques instants que des missiles iraniens avaient été tirés, sont visés des bases américaines, une base américaine au Qatar. Ce que l'on peut vous dire ce soir, c'est que des explosions ont été entendues dans le ciel de Doha, l'Iran qui a donc tiré 6 missiles sur des bases américaines. On savait que cela faisait partie de la riposte possible après les frappes américaines dans la nuit de samedi à dimanche. On va bien évidemment vous détailler tout cela alors que l'histoire de ce conflit, de cette guerre continue de s'écrire en direct. Pour vous donner les clés, j'accueille sur ce plateau le général de Bavinkov. Bonsoir, merci d'être avec nous, ancien chef d'état-major de la force internationale de l'OTAN, qui était Evan Gorgestani. Bonsoir, merci d'être avec nous, éditorialiste Affaires internationales France 24, ancienne correspondante à Washington. Gilles Gressani est avec nous, merci, directeur de la revue Le Grand Continent, président du groupe d'études géopolitiques de l'École normale supérieure, auteur du livre L'Empire de l'ombre aux éditions Gallimard, et Ulysse Gosset est avec nous, merci, éditorialiste politique international BFM TV. Je rajoute par ailleurs que pour continuer à vous donner les clés, toutes nos équipes sont déployées sur le terrain, à la fois en Iran, à Téhéran, en Israël, mais aussi à Washington. Alors que, je répète cette toute dernière information, si vous nous rejoignez, l'Iran qui a donc, en réponse aux frappes américaines, tiré 6 missiles sur des bases américaines. Voilà ce que nous disent notamment les médias américains et en particulier le site Axios. Juste avant de détailler tout cela avec vous, mesdames, messieurs, en plateau, les toutes dernières informations avec vous, Hugo Smag. On attendait la riposte iranienne. Eh bien, voilà la première avec ces missiles qui ont été tirés. Tout à fait, c'est une information de dernière minute. 6 missiles ont été tirés en direction de Doha et on a entendu l'explosion dans le ciel de Doha. On peut voir ici, c'est là où il y a des bases américaines ici au Qatar, et donc c'est bien ces bases américaines qui ont été visées par les missiles iraniens. Puisque depuis ce matin, il y a eu des explosions également en Iran. L'Iran qui a été touché par de nouvelles frappes israélienne cette fois-ci. Et c'est le site nucléaire de Fordo qui a été ciblé. Encore une fois, on peut voir sur ces images, l'armée israélienne dit avoir mené ses frappes pour bloquer les voies d'accès à ce site nucléaire. La ville de Téhéran est également ciblée aujourd'hui avec de puissantes explosions qui ont été entendues dans la capitale iranienne. Le ministre israélien de la Défense affirme qu'Israël a frappé, je cite, avec une force sans précédent le centre de Téhéran. Alors, plusieurs endroits de la ville ont été ciblés, notamment regardez sur ces images qui nous proviennent de la chaîne persanophone Iran International. D'épaisses nappes de fumée blanche dans la ville de Téhéran provoquées par des frappes israéliennes tombées à proximité de la prison d'Evin, au nord de la ville. Le pouvoir judiciaire iranien fait état de dégâts dans plusieurs parties de cette prison. Regardez désormais ces images de la télévision d'État iranienne. On y voit l'ampleur des dégâts au niveau de la prison d'Evin. Une partie de celle-ci a été complètement détruite par les frappes. La prison d'Evin, elle est notamment connue puisque c'est là-bas que sont retenus les otages français Cécile Kohler et Jacques Paris. Alors selon le ministre des Affaires étrangères, il n'aurait pas été touché par ces frappes. Et puis ensuite, à quelques kilomètres de Téhéran, maintenant à Karaj, vous pouvez voir ces épaisses nappes de fumée blanche. C'est le quartier général des gardiens de la Révolution qui a été frappé. On voit des habitants qui quittent les lieux en se couvrant la gorge pour se prémunir de ces fumées. Et puis enfin, dans le nord de Téhéran, des frappes israéliennes ont provoqué des coupures d'électricité et des explosions ont également été entendues il y a un peu plus d'une heure à l'ouest du pays, près de la frontière irakienne. De son côté, l'Iran a riposté à ces frappes israéliennes aujourd'hui encore avec des sirènes d'alerte qui ont retenti dans plusieurs régions de l'État hébreu. Ce matin, on compte au moins 3 salves en 2 heures. La chaîne de télévision israélienne Canal 12 diffuse cette vidéo. Elle est tournée près de la ville d'Ashdod. On peut voir les débris près de cette route et le cratère de l'impact du missile tiré par l'Iran ce matin. Et puis, regardez cette carte qui va s'afficher à l'instant. C'est une carte qui répertorie tous les lieux où des sirènes ont retenti aujourd'hui en Israël. On peut voir jusque à Netanya, dans le nord de l'État hébreu, qui a été visé par l'Iran. Tel Aviv et Jérusalem, eux, n'ont pas recensé d'attaque. Voilà pour les toutes dernières informations avec Hugo Smag, et nous serons dans un instant pour retrouver notre correspondant à Téhéran, alors que c'est cette dernière information qui va bien évidemment prendre de la place ce soir. Ulysse Gosset, l'Iran qui a donc répliqué 6 missiles tirés sur des bases américaines, des explosions entendues dans le ciel du Qatar. On s'interrogeait, et on va d'ailleurs détailler en quelque sorte l'arsenal à disposition de Téhéran pour répondre aux frappes américaines dans la nuit de samedi à dimanche.
c'est le choix dans un premier temps de répondre directement et de viser des bases américaines au Moyen-Orient. Ça veut donc dire, Ulysse, que l'escalade continue et que l'Iran a choisi de répliquer. Oui, alors la riposte était attendue, quasiment inévitable, mais là, en s'attaquant au Qatar, Téhéran joue très gros parce que la base en question qui pourrait être menacée, si les informations confirment effectivement ces tirs de missiles visaient cette base, c'est la base d'Al-Uaid, qui est la plus grande base américaine dans la région. C'est 10 000 hommes et une flottille d'avions, des avions de combat, des avions de ravitaillement. Alors que, Ulysse, permettez-moi, je vous coupe juste, on voit ces images qui sont des images en léger différé, des explosions dans le ciel de Doha après que ces missiles ont été tirés. Alors, cette base, elle est située à environ 35 km de la capitale Doha, donc c'est tout près, à vol d'oiseau, c'est vraiment quelques secondes à peine pour un missile. Et donc, c'est la plus grande base, encore une fois, et c'est une base extraordinairement importante puisque c'est le commandement, en fait, de toute la région pour les Américains. Ça fait partie du CENTCOM, et là, c'est une base essentiellement aérienne. Donc, c'est vraiment, je dirais, le cœur de la stratégie américaine dans la région qui pourrait être visée, et cela confirmerait effectivement que l'Iran n'hésite pas à vouloir bombarder des pays qui sont stratégiquement importants pour les États-Unis. Alors il y a le Qatar évidemment, mais il y a aussi d'autres pays, il y a des bases aux Émirats, il y a au total 40 000 hommes dans la région, et si Téhéran s'attaque aux soldats américains, inévitablement il y aura une riposte annoncée comme foudroyante de la part des Américains. Et on va détailler dans un instant les scénarios de la réplique possible des États-Unis à ces tirs de missiles. Juste avant, je voudrais qu'on aille retrouver notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi. Siavosh, l'Iran a donc décidé de tirer ces 6 missiles. Cela fait partie de ce que le gouvernement iranien avait prédit, à savoir des conséquences, je cite, éternelles après les frappes américaines dans la nuit de samedi à dimanche. Absolument. La télévision iranienne vient de confirmer donc le tir de ces missiles. Selon des médias iraniens, il y a également donc des missiles qui ont été lancés contre la base d'Ain al-Assad en Irak, une base américaine qui a déjà été touchée il y a quelques années lorsque, en représailles à l'assassinat du général Qasem Soleimani, qui avait été tué lors d'une frappe au drone, décidée par Donald Trump déjà. Donc, c'est pas seulement le Qatar qui serait visé, mais aussi une base américaine en Irak. Donc, mais pour l'instant, on n'a pas d'informations officielles sur cette seconde cible choisie par Téhéran. Donc, visiblement, les autorités iraniennes ont décidé de répliquer, comme cela a été dit ce matin par le chef d'état-major des forces armées, mais aussi le chef de l'armée régulière, qui ont dit que l'Iran allait répliquer et que les frappes américaines contre le site nucléaire iranien ouvraient maintenant les mains, donner liberté d'action à Téhéran pour répliquer contre les États-Unis. Siavosh Ghazi en direct de Téhéran pour BFM TV. Gilles Gressani, d'abord ce fait, cette nouvelle importante du soir, ces missiles qui ont été tirés, et quand on sait la façon dont Donald Trump envisage le rapport de force, j'utilisais le mot erratique parfois de sa politique internationale, il va évidemment vivre ça comme ce que c'est, c'est-à-dire une volonté de viser directement des troupes américaines, des avions américains qui, même si pour certains ils avaient été évacués, c'est, comme le disait Ulysse Gosset, la principale base, l'une des principales bases au Moyen-Orient. Ça veut dire que derrière, Donald Trump va vouloir répliquer encore plus fort que les seules frappes qui ont eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche ? Tout à fait, il y a deux choses qui sont clés. La première, c'est que Donald Trump veut organiser une opération militaire spéciale, il ne veut pas une guerre au Moyen-Orient. Il a très peur, effectivement, de se retrouver avec le boots on ground, avec l'obligation... Avec l'équivalent de 2003 oui, un front inversé quand même, parce que il a été amené sur le front dans cette frappe. Mais au fond, quand les Iraniens disent des conséquences éternelles, ils sont en train de pointer la temporalité d'un conflit. Donald Trump, ce qu'il voudrait, c'est que ce soit un événement décidé une fois, avec, on l'a vu, cette mise en scène incroyable de ces B-2 qui traversent l'océan. Mais bon, les gars sont revenus à la maison, maintenant on passe à autre chose. Et en réalité, la difficulté de cette séquence, c'est que passer à autre chose, c'est très difficile. Et les Iraniens semblent aujourd'hui, en réalité, essayer de tendre un piège stratégique. Parce que si les informations qu'on a sont vérifiées, en fait, ils ont sans doute calé cette attaque au moment dans lequel Donald Trump rentrait dans un conseil de sécurité. Donc, en fait, ils ont tout à fait anticipé le fait que c'était le moment dans lequel ils se réunissaient pour faire le bilan stratégique de la question. Ils se retrouvaient à peu près dans la même situation dans laquelle se trouve aujourd'hui la rédaction de BFM TV. Une nouvelle de ce type-là tombe, tous les plans sont suspendus et donc on est totalement passif par rapport à ce qui se passe sur le terrain. Et c'est quelque chose, on peut imaginer, qui leur rend furieux et qui appelle effectivement aussi à un engagement progressif. Et la question qui se pose, c'est aujourd'hui, c'est assez évident que de point de vue israélien,
un engagement de plus en plus fort des États-Unis. Qu'est-ce qui peut être fait de plus par les États-Unis? Ils ont frappé des sites nucléaires dans la nuit de samedi à dimanche. Est-ce que ça veut dire faire des frappes équivalentes à ce que peuvent faire les Israéliens? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus en réponse à ces bases militaires américaines visées? Avec Donald Trump, il faut toujours écouter ce qu'il dit et prendre au sérieux ce qu'il dit. Et lui, il a menacé explicitement de pouvoir tuer le guide suprême. Et c'est clairement quelque chose aujourd'hui qui est sur la table. Il a formulé d'une manière menaçante, mais pas tout à fait efficace, en disant ce n'est pas trop le moment, on sait où il est, on pourrait le tuer, mais on va pas le faire. En réalité, si on regarde aujourd'hui la rhétorique officielle de Benjamin Netanyahou, par exemple, on voit très bien que l'idée d'un changement de régime, d'une transformation profonde de l'Iran est mise sur la table. Et on voit aussi que Israël aurait besoin, d'ailleurs plus d'un soutien économique que strictement militaire, mais aurait besoin effectivement d'une alliance de ce type-là pour pouvoir porter à terme son grand dessein de refaçonnage, de reconfiguration du Moyen-Orient. Les néoconservateurs en 2003 parlaient du nouveau Moyen-Orient. C'est assez probable que Netanyahou a aussi en tête un nouveau Moyen-Orient. Ketevan Gorgestani sur, effectivement, et on sera dans un instant à Washington retrouver Jeanne Daudet alors qu'un Conseil de sécurité nationale va commencer dans les minutes qui viennent. Donald Trump perçoit souvent les rapports de force nationaux, internationaux à l'aune de ce qu'il interprète comme étant soit un coup de force, soit une humiliation. Et là, de fait, on a des Iraniens qui répliquent, qui visent les intérêts américains au Moyen-Orient. Et si l'on écoute Donald Trump, c'est vrai que ces derniers jours, la question qui était posée était celle de la vie du guide suprême Khamenei. Donald Trump qui avait dit « Nous savons où il est, mais nous ne savons pas encore si nous souhaitons ou s'il peut être neutralisé ». Oui, et je pense qu'il y a une incohérence dans les messages qui sortent de l'administration Trump entre ce que dit Donald Trump, ce que dit J.D. Vance, le vice-président, ce que dit Marco Rubio, le secrétaire d'État. Ils disent un peu tout et son contraire, parce que J.D. Vance et Marco Rubio, hier sur les plateaux de télé des émissions du dimanche, étaient en train de dire nous, on a fait ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire c'est terminé, on a visé les sites nucléaires, le changement de régime, c'est pas du tout dans nos plans. Et derrière, on a un poste de Donald Trump qui dit en plus de ce que vous avez mentionné sur on sait où il est, qui dit oui, c'est politiquement incorrect de parler de changement de régime, mais pourquoi pas après tout make Iran great again, pour reprendre son slogan MAGA. Donc on voit que Donald Trump, il n'a pas non plus lui-même une vision complètement établie de ce qu'il veut faire en Iran, puisque ça change un peu au jour le jour. Et je crois que le plus gros problème des États-Unis, c'est cette idée et ce message qui était de dire on a tapé, c'est fini, maintenant on est ouvert à la négociation. Oui, mais en l'occurrence... Sauf que hier, il a envoyé un message très clair sur son réseau social en disant « Et pourquoi ne penserait-on pas à un changement de régime ?» C'est exactement ce que j'étais en train de dire. Oui, mais donc là c'est un tournant qui est radical. En plusieurs heures, on passe du nucléaire au changement de régime. Mais surtout, l'idée c'était que, et vous le disiez tout à l'heure, nous ne voulons pas rentrer dans une guerre durable, sauf que ils ne demandent pas leur avis aux Iraniens, et les Iraniens, clairement, aujourd'hui, on a l'impression qu'ils n'ont pas fini. Général de Bavinkov, je voudrais qu'on commente ensemble les images que l'on voit de ces missiles qui ont été lancés, des explosions au-dessus de Doha. Et on ne sait pas, à l'heure où l'on se parle, 19h03 en direct sur BFM TV, par ailleurs, si ces missiles ont été interceptés ou ont réussi à frapper la base américaine, notamment la base d'Al Udeid, qui est à une trentaine de kilomètres de la capitale qatari, Doha. Il y a des moyens d'interception, bien évidemment. Quand on lance 6 missiles iraniens, est-ce qu'il y a l'équivalent du dôme de fer dans cette région pour intercepter ces missiles qui ont été frappés? Je connais assez bien la base d'Al Udeid où je me suis rendu et qui était le point d'appui principal pour l'ensemble des opérations aériennes au-dessus de l'Afghanistan. Et donc, à Al Udeid, vous avez le point d'appui le plus puissant des États-Unis au Moyen-Orient. C'est-à-dire que vous avez rassemblé des centres de commandement, vous avez rassemblé des états-majors extrêmement organisés, vous avez rassemblé des moyens de soutien, de renseignement, des avions de combat, des avions de transport, des avions de renseignement qui sont extraordinairement performants. Bien sûr, la base est protégée par des systèmes patriotes qui sont des systèmes qui participent du dôme de fer, si l'on veut, pour être simple, en Israël, mais partout dans le monde, et qui sont des systèmes les plus performants des États-Unis d'Amérique. Sur les images que j'aperçois ici,
Et il me semble, et sur les informations que nous avons initialement recueillies, des explosions dans le ciel veulent dire que ces missiles ont été interceptés par les systèmes antimissiles dont dispose Al-Udaïd. Parce qu'il n'y a pas d'explosion une explosion dans le ciel, ça veut dire que le missile est intercepté. Une explosion au sol, ça veut dire que le missile a percé. Il me semble que sur une attaque comme celle-ci, l'ensemble des missiles de cette première vague, il y en aura peut-être d'autres, ont été détruits en l'air. Ça veut dire également que le système d'alerte a été considérablement renforcé depuis plusieurs jours sur l'ensemble des bases américaines. Avec par ailleurs une base qui avait été en partie évacuée ces derniers jours. Parce qu'il faut bien comprendre que les délais de préavis, compte tenu de la proximité entre Doha et la côte iranienne, les sites où sont déployés les missiles iraniens, les sites de missiles, les sites de lancement, est extrêmement proche. Et donc, on n'a pas du tout le recul que peuvent donner les 15 minutes, 20 minutes, 25 minutes pour ces missiles pour atteindre Israël. Là, on est plutôt dans l'ordre d'une réaction quasiment immédiate. Quelques minutes. Et là, il me semble que cette attaque a raté. Allons tout de suite retrouver notre envoyé spécial à Washington devant la Maison-Blanche, Jeanne Daudet. Jeanne, va se poser désormais la question, et c'est notamment, selon les quelques indiscrétions des journalistes américains, ce qui va se passer, s'il va être question de la riposte américaine à ces frappes iraniennes. Et cela sera l'objet d'une réunion qui a lieu en ce moment même, juste derrière vous, Jeanne Daudet, à la Maison-Blanche. Oui, finalement, 2 réunions, si je puis dire, parce qu'on apprend aussi via les médias américains que le président de l'état-major interarmé et le secrétaire d'État à la Défense sont en ce moment dans la salle de crise pour surveiller justement cette riposte iranienne. Et dans le même temps, c'est le moment aussi où il était prévu que le président américain Donald Trump réunisse son conseil de sécurité au sein du bureau ovale. Voilà pour ce qui se passe à la Maison-Blanche. Évidemment, on attend désormais la réaction de l'exécutif américain à cette riposte iranienne qui était attendu. Et d'ailleurs, parmi les scénarios envisagés, il y avait ce scénario dans lequel l'Iran allait cibler des bases américaines au Moyen-Orient. Je vous rappelle que l'armée américaine a un peu plus d'une vingtaine de bases dans la région, notamment celle du Qatar dont on parle depuis tout à l'heure, qui est la plus importante base américaine de la région, avec 10 000 soldats qui peuvent être accueillis là-bas, et la base irakienne aussi, l'Irak, qui avait déjà été ciblé par les autorités iraniennes en 2020 suite à l'assassinat du général Soleimani. Voilà pour les informations dont il dispose en ce moment. Effectivement, c'était un scénario qui était anticipé, qui était attendu ici à Washington. Et d'ailleurs, les Américains auxquels on parle depuis tout à l'heure avec Tanguy Tricouart, nous disent que c'est notamment cela qui les préoccupe après la décision américaine d'intervenir en Iran, ces répercussions que cela pourrait avoir sur les Américains dans la région. L'ambassade américaine au Qatar avait d'ores et déjà, il y a quelques heures, demandé aux ressortissants américains qui se trouvaient au Qatar de rester à l'abri. Donc le monde au Moyen-Orient, les Américains du Moyen-Orient qui sont en état d'alerte en ce moment en attendant la riposte iranienne qui est en train de débuter. Jeanne Daudet en direct de Washington avec Tanguy Tricouart, et on suivra bien évidemment en direct sur BFM TV le résultat de ces réunions qui ont lieu à la Maison-Blanche. Gilles Gressani, est-ce qu'on est en train d'assister au début d'une guerre régionale? Jusque-là, c'était un conflit entre l'Iran et Israël, avec des frappes américaines et une administration Trump qui jusque-là disait « on a fait le boulot, maintenant on arrête ». Est-ce que, dans les heures qui viennent, ça va se régionaliser? On est déjà dans une guerre régionale. Et d'ailleurs, la chose qui est très impressionnante dans ce moment, c'est qu'on regarde ces images et on se dit, au fond, on est tellement habitués désormais presque. Mais en fait, l'Iran et Israël s'attaquent mutuellement depuis presque 10 jours. C'est absolument hors norme ce qui est en train de se passer. On est déjà effectivement dans une configuration régionale du conflit. Moi, je vous invite peut-être à ajouter un point d'analyse qui est: il y a une stratégie israélienne aujourd'hui qui est d'ailleurs une réussite stratégique majeure. Au fond, l'Iran avait encerclé Israël, ce qu'ils appelaient un cercle de feu, une série de proxys ou d'États fidèles qui permettaient de menacer constamment Israël. Oui. C'était la Syrie d'Assad, c'était les Hezbollah au Liban, c'était évidemment les Houthis au Yémen, le Hamas. Et systématiquement, depuis le 7 octobre, ce que Netanyahou a réussi à faire, c'est systématiquement, plus ou moins rapidement, par la ruse et par la force, neutraliser l'intégralité ou la presque intégralité de ses adversaires, ses ennemis. Ce qui fait qu'en réalité, aujourd'hui, on se retrouve avec une stratégie, celle de l'axe de la résistance du côté iranien, qui est totalement caduque,
et de l'autre côté, avec une asymétrie militaire très forte qui permet à Israël de déterminer, de surdéterminer, de reconfigurer le Moyen-Orient. Ce qu'on voit et ce qui reste aujourd'hui pour réussir définitivement ces stratégies, pour arriver au fond à ce projet que les néoconservateurs américains avaient proposé dans les années 2000 et qui avaient échoué à faire, c'est-à-dire reconfigurer un nouvel Moyen-Orient, eh bien, il a besoin de l'aide américaine. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est en train d'utiliser ses accès incroyablement puissants au président américain, sa capacité à parler avec le même style, avec la même rhétorique, au fond, le faire agir parfois même à son corps défendant, ou en tout cas au corps défendant d'une partie de sa base. On l'a encore vu ces jours-ci, effectivement, vous le rappeliez, J.D. Vance est très mal à l'aise avec ce qui se passe, mais c'est aussi le cas pour une bonne partie de la base MAGA. Au fond, on le voit bien, pour arriver au bout de cette reconfiguration du Moyen-Orient, il a besoin d'un acteur qui n'est pas au Moyen-Orient. Et c'est là que c'est pas simplement une guerre régionale qui s'ouvre, mais c'est peut-être effectivement déjà quelque chose qui a une dimension planétaire, parce que dès que les États-Unis s'investissent au Moyen-Orient, cela signifie en réalité que la Russie et que la Chine regardent ce qui se passe avec beaucoup plus d'attention. Général de Bavinkov, je vous propose de m'accompagner vers ce mur pour que l'on fasse un point, alors que l'Iran a donc répondu aux frappes américaines de ce week-end, qu'on fasse un point avec vous sur toutes les ripostes possibles à la disposition de l'Iran à la suite des frappes américaines, et ensuite on rentrera dans le détail, mais d'abord sur les scénarios possibles. Le premier, c'est donc concrétisé, celui de viser des bases américaines au Moyen-Orient. Oui, ce premier scénario qui consiste, et on le voit très bien sur cette carte, l'Iran, bien évidemment, le Golfe Persique, et vous avez tous ces États du Golfe qui sont extraordinairement proches, avec toute une série de bases américaines qui ont été tout à l'heure mises sur la carte. Et vous voyez, en regardant la portée des missiles iraniens, que ces bases sont toutes sous le feu de ces missiles si l'Iran peut les tirer. Et que par ailleurs, les délais de préavis entre le lancement du missile et l'arrivée est extrêmement court au regard de la proximité géographique. C'était ce scénario qui était de s'en prendre à une base américaine, il me semble, on verra si les développements sont de même nature, il me semble que c'est davantage de nature symbolique. Il fallait pour l'Iran impérativement donner le sentiment de répondre à niveau, et j'imagine que le vocabulaire qui sera utilisé par les agences qui soutiennent le régime iranien sera un vocabulaire qui fera état de frappes massives, extraordinaires, de même nature que celles qui ont frappé l'Iran ce week-end. Je précise que les bases qui ont été frappées, elles sont à la fois au Qatar, mais aussi en Irak. Général, elles sont principalement ici. Absolument. Et on voit, et c'est d'ailleurs les drapeaux français, qu'il y a parfois autour et juste à côté de bases américaines, des bases militaires françaises. Elles sont, elles aussi, entre guillemets, en danger, alors même que la France se tient prudemment jusque-là à l'écart de ce conflit, en condamnant, par exemple, on l'a vu encore ce matin, les frappes israéliennes sur la prison d'Evin. Oui, bien sûr, il y a un ensemble de bases qui sont principalement américaines, mais il y a des bases françaises, il y a des bases britanniques, il y a évidemment des bases irakiennes, et qui sont toutes dans ce cercle dans lequel l'Iran peut appliquer des feux. Général Bavinkov, ça c'est, si j'ose dire, le scénario qui s'est donc concrétisé ce soir avec cette réponse iranienne aux frappes américaines. Il y a ensuite l'étape peut-être d'après, qui là pour le coup ne serait pas symbolique, et je reprends vos mots, c'est d'agir au niveau du détroit d'Ormuz. Et on va voir la carte pour là encore essayer de se projeter quant à ce qui pourrait arriver dans les heures et dans les jours qui viennent. Pourquoi cette langue de mer de 35 km entre le sultanat d'Oman et l'Iran est-il aussi important? Alors, on le comprend et on va essayer de faire les choses très simplement. On se rend bien compte, c'est un peu plus de 35, je pense que c'est plutôt de 35-50 km, le détroit d'Ormuz. En fait, vous avez un nombre de bateaux de pétroliers qui montent et qui descendent absolument considérable. On estime qu'il y a 100 à 150 pétroliers qui passent le détroit d'Ormuz chaque jour, pour soit venir se ravitailler en Iran ou dans les pays du Golfe, soit tout simplement pour repartir avec leur soute pleine vers la haute mer, la mer d'Arabie, puis l'océan Indien, etc. Évidemment, le détroit d'Ormuz représente un enjeu stratégique pour l'économie mondiale.
c'est une zone de passage, c'est une zone très vulnérable, c'est une zone que l'Iran tenait très très bien, puisque c'est à proximité immédiate de ses côtes. Et il est assez facile à une nation mal intentionnée de bloquer le détroit, soit par des actions classiques de minage, vous disposez des mines en mer, instantanément les bateaux ne peuvent plus passer, ne serait-ce que parce que ils ne sont plus assurés. De toute façon, ils ne passeront, ils ne prendront pas le risque de heurter une mine, même si elle est flottante ou dérivante. Et puis ensuite, il faut déminer, ça prend énormément de temps. Mais vous avez bien d'autres moyens qui permettraient de mettre le détroit d'Ormuz sous une très grande tension et qui provoqueraient naturellement une réaction immédiate. Voilà donc, Général Bavinkov, pour les scénarios de la riposte iranienne, alors que, je le disais, l'histoire de ce conflit s'écrit en direct. On continue d'avoir des informations qui nous parviennent. Avec Ulysse Gosset, c'est important, puisqu'on se posait il y a un instant la question de l'efficacité et de la réussite de ces frappes tirées par l'Iran. On apprend à l'instant que le Qatar a intercepté avec succès les missiles iraniens qui visaient une base américaine. Ça veut donc dire que l'opération de riposte iranienne, jusque-là, n'a pas porté ses fruits. Ce que cela veut dire surtout, c'est que l'Iran a choisi d'attaquer les États-Unis au cœur, c'est-à-dire sur les bases nucléaires. Même si ces missiles sont interceptés, et il est normal qu'ils le soient compte tenu des moyens dont disposent ces bases, comme le disait le général, c'est pas une petite base, c'est 10 000 hommes, des centaines d'avions, c'est un QG de commandement, c'est considérable, c'est vraiment la structure militaire, c'est une forteresse américaine. Donc, attaquer cette forteresse-là, c'est un signal envoyé à Trump. C'est la déclaration de guerre à l'Amérique. C'est ça. Et ce n'est pas seulement la base du Qatar qui est en soi un symbole, mais c'est aussi les bases en Irak. Et là, il y en a deux, c'est moins important, c'est 2500 hommes seulement. Il y a les bases dans l'ouest de l'Irak et il y a les bases au Kurdistan. Donc, si vous voulez, ce sont des bases qui sont plus petites et plus vulnérables. Mais je crois que ce qui est le plus important, c'est le symbole. C'est le symbole, c'est-à-dire cette volonté d'attaquer, entre guillemets, le grand Satan américain, c'est-à-dire Donald Trump, là où il va se sentir directement visé. Donc, ce que l'on peut dire, c'est que si le symbole est fort dans l'attaque, la riposte sera de même nature. Et donc, on peut très certainement penser que ce soir, à la Maison-Blanche, Trump va vouloir contre-attaquer ou riposter d'une manière ou d'une autre. Et c'est ça le grand risque, en fait. C'est cet engrenage qui fait que l'Iran cherche évidemment à piéger les Américains en les faisant réagir et à entraîner la région dans un conflit qui déjà existe, ça a été dit très justement, mais qui pourrait avoir une dimension beaucoup plus importante, le détroit d'Ormuz, les bases américaines et pourquoi pas bombardement des raffineries saoudiennes, même si les Iraniens n'ont pas intérêt à le faire objectivement, sauf que s'ils se sentent totalement menacés, il pourrait avoir une attitude suicidaire et pourquoi pas bombarder Dubaï et pourquoi pas, vous voyez, ça peut aller très loin. Donc on est dans ce risque-là d'embrasement qui évidemment inquiète beaucoup de gens sur la planète. Alors que, à l'instant par ailleurs, et c'est intéressant de voir aussi l'équilibre des forces régionales, le Qatar affirme que l'attaque iranienne contre une base américaine est une violation flagrante de sa souveraineté et c'est voilà, et l'on voit à l'instant la condamnation de l'État du Qatar face à l'attaque perpétrée contre la base iranienne d'Al-Udeid par le corps des gardiens de la révolution iranienne, la considérant donc comme une violation flagrante de la souveraineté. Et là, c'est important de souligner, attaque du corps des gardiens de la révolution. C'est le bras armé du régime. Ça veut dire que, en fait, il y a un transfert qui ne dit pas son nom, mais qui est réel. C'est-à-dire, on passe au dur du régime. C'est plus l'ayatollah Khamenei, ce sont les gardiens qui décident. Et or, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui en Iran ? Israël s'est attaqué plus seulement au nucléaire, mais aussi aux bases des gardiens de la révolution, aux bases des Bassidj, c'est-à-dire les volontaires qui soutiennent la révolution islamique. Donc il touche le cœur du pouvoir, je dirais, politique et militaire de l'Iran en s'attaquant aux gardiens. Juste avant de retrouver le porte-parole du ministère des Affaires étrangères israélien, je voudrais juste qu'on revoie ce communiqué et la réponse du Qatar, puisque j'ai lu la première partie, mais la fin est très importante. Nous affirmons que l'État du Qatar se réserve le droit de riposter directement, proportionnellement à la nature et l'ampleur de cette agression flagrante et conformément au droit international. Ça veut dire, Gilles Gressani, que là, on est aussi peut-être à la veille de l'entrée d'un acteur supplémentaire. Ça veut dire quoi si le Qatar se réserve le droit de riposter? Ça veut dire que le Qatar déciderait d'aller frapper l'Iran?
Là, nous sommes dans un contexte assez simple. Et je pense qu'on peut prendre une comparaison pour comprendre où est-ce que nous en sommes. Parce que c'est pas du tout la première fois dans les 5 dernières années dans lequel l'Iran cible des bases armées américaines. Souvenez-vous, en 2020, Donald Trump avait tué le chef, en gros, de l'armée étrangère des Iraniens qui se trouvaient en Irak, le général Soleimani. Il avait été tué et l'Iran avait par la suite riposté. Et c'est très intéressant parce qu'il avait envoyé à l'époque 12 missiles contre une base en Irak. Une base américaine en Irak. Là, nous sommes à 6 missiles. Donc, est-ce qu'on se rend compte... Là, on est à au moins 10 missiles vers des bases américaines au total, puisque les chiffres sont réévalués. Évidemment, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on reste quand même dans une comparaison qui est totalement... vous voyez, c'est tout à fait dans la proportionnalité. Donc, nous sommes évidemment face à un acte qui est très hostile. On ne peut pas faire plus hostile qu'une attaque de ce type-là. Mais en même temps, ça reste... Et ce que vous dites, c'est que c'est à peu près... Comment dire, contrôler, et ce que nous disait tout à l'heure le général de Bavinko, c'est-à-dire que l'Iran sait aussi ce qu'il fait avec cette attaque et ces missiles qui sont interceptés. Et en même temps, je pense qu'on ajoute cet élément-là, contrairement à 2020, l'Iran a très peu de missiles et il en a farouchement besoin. Donc c'est assez possible, là on interprète indirect, donc c'est toujours un peu dangereux, mais c'est assez possible qu'effectivement ils aient choisi un moment de attention maximale pour Donald Trump, le début d'un conseil de sécurité, pour qu'il se rende compte que quelque chose est en train de se passer. Et en même temps, ils aient essayé de doser pour que justement, ce ne soit pas perçu par les autres acteurs régionaux comme une entrée en guerre. Et je pense qu'il y a un problème fondamental pour Donald Trump aujourd'hui, c'est qu'il a un style superlatif. Il dit toujours des choses, c'est la plus grande chose, la meilleure chose, etc. Et donc, quand il dit, par exemple, que n'importe quel type de riposte sera par la suite suivi d'une contre-attaque américaine, il oblige les États-Unis à un engrenage, une spirale. Bonsoir Oren Marmorstein. Merci d'être avec nous ce soir dans cette édition spéciale sur BFM TV. Vous êtes donc porte-parole du ministère des Affaires étrangères israélien. Évidemment, une première question, cette réaction, la réaction du gouvernement que vous représentez ce soir à ces frappes iraniennes sur des bases militaires américaines à la fois en Irak et au Qatar, c'est le résultat des frappes que vous appeliez de vos voeux de votre allié américain sur l'Iran dans la nuit de samedi à dimanche. Good evening, Benjamin. It's good to be with you. Bonsoir Benjamin. First, it's important to state that I'm a diplomat. Je suis ravie d'être avec vous. Tout d'abord, il est important que je vous précise que je suis diplomate et que je représente donc le gouvernement d'Israël. Les États-Unis sont l'allié le plus proche d'Israël et Israël est l'allié le plus proche des États-Unis au Moyen-Orient. Ce dont nous témoignons ce soir, c'est un exemple très simple de l'agression iranienne. Nous l'avons dit à de nombreuses reprises. L'Iran est une menace à l'encontre d'Israël, du Moyen-Orient et à l'encontre du monde entier et de la paix dans le monde. Et voilà ce que nous pouvons voir ce soir. Les opérations américaines, me semble-t-il, ont été un exemple clair d'une Amérique qui prend son rôle en tant que leader du monde libre. Oren Marmorstein, on voit bien qu'il y aura vraisemblablement, du moins c'est notamment l'objet de 2 réunions à la Maison-Blanche, d'une possible riposte américaine. Le Qatar également, il y a un instant, a condamné ces frappes et la violation de la souveraineté qatari que cela représente et n'exclut pas non plus de répondre. Est-ce que Israël, là encore, aux côtés peut-être des États-Unis, s'apprête à répondre à ce qui apparaît comme une forme de régionalisation encore un peu plus importante de ce conflit? Une fois de plus, cet acte d'agression ne fait partie que du schéma de l'activité iranienne à l'encontre de ses voisins, d'Israël et de leur tentative de se doter de l'arme nucléaire. Comment en sommes-nous arrivés à ce point? Nous en sommes arrivés à ce point parce que l'Iran était sur le point d'acquérir l'arme nucléaire.
Donc, le régime le plus dangereux au monde s'apprêtait à être doté, à se doter de l'arme la plus dangereuse au monde. Voilà une combinaison qui est une menace qui se pose à l'encontre d'Israël, mais aussi du monde entier. Et si je puis vous le préciser, je m'exprime ici depuis Jérusalem, mais pour ceux qui voient tout ceci depuis Paris, eh bien, il faut bien garder à l'esprit le fait que ces missiles balistiques, eh bien, du fait de ces missiles balistiques, cela fait déjà plusieurs nuits avec ma femme et mes filles que nous avons dû trouver refuge dans des abris. Or, ces missiles ont une portée telle qu'ils pourraient atteindre Paris et l'Europe. Il s'agit de missiles balistiques intercontinentaux qui sont une menace pour le Moyen-Orient, non seulement, mais également pour les capitales de l'Europe. Donc oui, les États-Unis mènent la voie et ont agi pour éliminer cette menace qui se pose au monde. Et Israël agit pour éliminer cette menace. Mais ce faisant, nous rendons service au monde entier. Une toute dernière question au sujet des frappes israéliennes ce matin sur un certain nombre de cibles symboliques, non seulement concernant un certain nombre de lieux liés aux gardiens de la Révolution, aussi à la prison d'Evin. Est-ce que tout cela signifie maintenant que vous assumez très clairement la volonté de faire chuter le régime des Mollahs? Est-ce que ce ne serait pas plus simple de le dire de cette façon-là? Vous souhaitez que le régime chute et qu'il soit remplacé? Je vais être très clair. Cette opération a deux objectifs. Éliminer la menace existentielle de l'arme nucléaire qui est aux mains du régime iranien et d'éliminer la menace existentielle que représente l'Iran du point de vue de sa capacité à lancer des missiles balistiques contre Israël et contre d'autres grandes capitales. Le changement de régime ne fait pas partie des objectifs que nous poursuivons. Ça peut être un résultat, mais cela ne fait pas partie des objectifs de notre opération. Donc nous le disons très clairement. Les cibles qui sont choisies sont de nature militaire et liées aux militaires uniquement. Par exemple, cette prison dont vous avez fait mention, on le sait, elle était liée aux gardiens de la révolution islamique et cela a été bien mentionné dans un rapport du département d'État de 2023 quant au lien entre cette prison et les gardiens de la révolution islamique. Donc là, le changement de régime, cela ne fait pas partie de nos objectifs, c'était uniquement une cible militaire. Merci Oren Marmorstein, porte-parole de la diplomatie israélienne, d'avoir intervenu sur BFM TV dans cette édition spéciale.